Bonjour, c'est Zoé de Louis. À chaque fois que je voyage en train, je me fais la réflexion que c'est un moment assez particulier. J'observe les gens autour de moi et je me demande qui ils vont retrouver à l'arrivée. Cette petite fille qui va peut-être visiter sa grand-mère, ce couple qui part en escapade pour mieux se retrouver, ou encore ce groupe de copines un peu bruyantes qui ont l'air de ne pas s'être vues depuis longtemps. Je trouve les arrivées en gare toujours émouvantes et j'adore assister aux retrouvailles de tous ces inconnus. Et à chaque fois que je voyage en train, je réserve mon trajet sur SNCF Connect, l'application qui réunit les mobilités durables et qui soutient cette saison de pépites. C'est donc SNCF Connect qui me permet de vivre et de contempler ces beaux moments de connexion et de retrouvailles. Je vous souhaite un très bon épisode de Pépites qui vous apportera aussi des petits morceaux de vie de nos invités. Merci à SNCF Connect pour leur soutien et bonne écoute. Louis. Je pense que l'expérience minoritaire, elle est en moi depuis toujours, étant donné que je suis une femme noire qui est issue d'un milieu de classe moyenne plutôt paupérisé. Donc finalement, la question de comment s'inscrire dans le monde, comment être respectée, comment regagner sa dignité, elle est là depuis toujours. Être au théâtre, ça me permet justement momentanément, de ne plus me préoccuper de ça et d'exister en tant qu'artiste. Et puis avoir le droit à la métamorphose aussi. Mais quelle voix, quelle actrice! On l'a vue ensemble à la Comédie Française, c'est Séphora Pondy, et elle jouait Médée. Médée, c'est la femme de Jason qui finit, vous le savez peut-être, par tuer ses 2 enfants. Elle est magistrale, sa voix, son corps, sa présence. C'est une très très grande comédienne. Elle est totalement pépite. Elle a une 30aine d'années, c'est une comédienne noire et on en voit encore peu sur nos écrans et nos plateaux de théâtre. Et j'ai vraiment cette impression qu'elle peut tout jouer. Alors je suis allée la rencontrer dans sa loge à la Comédie Française et c'est ce genre d'invité que t'as l'impression de connaître depuis toujours. On a parlé de son enfance, de ses premières grandes joies, d'être noire et actrice, de désir et de rapport au corps. Je suis Agathe Le Taillandier. Je suis Sébastien Thème. Bienvenue dans Pépites. Figure-toi que c'est un souvenir très ancien, je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans. J'habitais dans une ville dans le 94 et il y avait une MJC où je prenais des cours de théâtre et je jouais à un spectacle qui s'appelle Les Sardines Grillées. Et en fait, je jouais une fille qui débarque de région et qui arrive à Paris et qui est complètement déstabilisée par la pollution, par le monde, par les SDF, et donc elle est en communication avec un sans-abri et elle est tout apeurée et les gens rigolaient beaucoup et j'étais contente de découvrir une sorte de pouvoir magique, d'avoir compris quelque chose du monde à 6 ou 7 ans, d'avoir compris ce qui pouvait faire rire, quelle mimique, quelle gestuelle, quel regard, et ça a été extrêmement puissant. Et je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là, parce que il y avait aussi beaucoup d'attention. J'étais pas forcément une enfant qui était qui était vraiment au centre de ma vie de famille. Bah franchement, on a plutôt eu des enfances de débrouille. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, j'étais pas forcément une enfant qui était l'obsession de ses parents, je pense. Et donc là, d'être au centre de quelque chose avec beaucoup de gens qui nous regardent, qui rient à ce qu'on raconte. C'était super précieux, hyper vertigineux. Une enfance un peu de la débrouille, ça veut dire quoi pour toi? Disons que on était, parce que j'ai des frères et j'ai une petite sœur, on était des enfants qui étaient plutôt autonomes. On a eu des responsabilités entre guillemets assez vite. On était aimés et éduqués, mais on avait je me rappelle avoir été dehors assez jeune, avoir pu me promener seule très vite. On nous laissait faire nos expériences, quoi. Il y avait un certain rapport au risque. J'aimais beaucoup être dans les parcs, dans les forêts, dans les bibliothèques. J'étais très à l'extérieur et c'est des sensations un peu de fugue que j'ai envie de retrouver adulte, que c'est plus compliqué de retrouver, mais j'ai toujours aimé les départs.
Est-ce que tu te souviens peut-être d'un moment de lecture, d'un livre particulier dans l'enfance, dans cette enfance de fugue qui t'a accompagnée? Les Malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur, tout ça. Je ne sais pas. Hyper classique. Mais je pense que j'avais quand même un snobisme enfant. Je pense que j'étais très snob et que je sentais qu'il fallait acquérir quand même un certain capital culturel très très tôt. Et donc je me suis lancée tout de suite vers des choses qui sont comment dire des monuments de littérature française. Et puis je pense que parce que il se trouve que j'avais aussi la télé, donc je voyais aussi les Malheurs de Sophie à la télévision. Mais la comtesse de Ségur, je sais pas, il y avait à la fois des paysages super beaux, de grandes maisons normandes, les balades en forêt, mais en même temps des loups, et en même temps des petites filles avec des cols Claudine et des petites robes plissées. Enfin, c'était extrêmement exotique, en fait. C'est très, très exotique, et je pense que c'est ça qui m'attirait. J'avais vraiment une grande soif d'évasion. Mais je pense que c'est propre à beaucoup d'enfance, mais j'avais un grand, grand, grand désir d'évasion. Et on pouvait pas faire plus exotique qu'une petite fille blanche avec des couettes et qui habite dans un dans un manoir normand. Et est-ce que le théâtre t'a apporté cette même sensation d'évasion, au début notamment? Oh oui, c'est toujours le cas. Même si je pense que en se professionnalisant, j'ai envie à la fois de sortir de moi et en même temps de partir de soi, partir vraiment, et en même temps justement de me réconcilier, de reconvoquer des choses qui m'appartiennent. C'est un espèce d'aller-retour. Je pense que pour moi, être actrice aujourd'hui, c'est vraiment faire ce jeu d'équilibre. Alors, tu as découvert donc très jeune le théâtre, donc à l'adolescence, ça revient. Comment ça revient et comment tu te souviens de ce moment-là? Alors en fait, ça arrive parce que mon début d'adolescence, voilà, je tournais toujours autour de la question artistique. J'ai fait des arts plastiques en arrivant au lycée en pensant que j'allais être Louise Bourgeois. J'ai rien été du tout. Et il se trouve qu'il y a une surveillante qui a ouvert une classe de théâtre. Et je pense pour retrouver les fameuses sensations de l'enfance, j'ai décidé de m'y inscrire. Et là, ça a été une évidence de nouveau. Enfin, ce qui avait disparu de ma vie et qui avait existé qu'à mes 6 ou 7 ans, là, c'est revenu de plein fouet et j'ai plus arrêté. Là, à partir de là, c'était clair et net que c'était là mon endroit et je suis plus partie. Ce sont les années lycée et ensuite c'est directement des études professionnelles pour devenir comédienne. Très très vite, il a été question de trouver des cours gratuits éventuellement sur concours. Non, le désir était immédiat, absolu. Il n'y a pas eu de tergiversation, quoi. Il n'y a pas eu de peur à ce moment-là? Si, immense. Mais en même temps, j'avais l'impression que peut-être cette peur, elle pouvait révéler quelque chose de fort. C'était cette peur finalement, elle me donnait de l'allant plus qu'elle me paralysait. Parce qu'en fait, je me disais bon, il se trouve que au lycée, les profs trouvaient que je jouais plutôt bien. Enfin, il y avait des regards sur moi, il y avait comme des encouragements. Et je me disais bon, moi j'ai cette intuition immense, cette envie immense. Les gens m'encouragent. La peur qui me reste, c'est la peur des lendemains. Bon, mais elle est pas plus puissante que cette envie qui est, je sais pas comment je pourrais dire ça, qui est inévitable. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui essaient de t'en dissuader? Oui, mes parents forcément ont un peu peur parce que ça correspond à rien pour nous. Enfin, dans notre imaginaire, ça ne correspond à rien. D'une part d'être comédienne, d'autre part d'être comédienne de théâtre. On n'y allait pas, il y en avait pas autour de nous. Ils ont aucune représentation de comédiennes qui me ressemblent et qui potentiellement pourraient être comme des modèles. Donc il y a rien qui les rassure, absolument rien. Quand tu dis des comédiennes qui te ressemblent, c'est le fait d'avoir la peau noire? Oui, c'est ça. C'est ça parce qu'ils se disent mais si elles sont pas là, c'est que c'est pas leur place. Donc pourquoi est-ce que t'insistes? Je caricature un peu, mais oui, en fait, de ne pas du tout pouvoir se projeter, ça crée ça crée une béance en fait. Il y a aucune raison de rêver à ça s'il y a personne qui a ouvert la voie. En tout cas, selon mes parents à ce moment-là, pour moi c'est un peu différent parce qu'évidemment, vu que j'aimais le théâtre, le cinéma, je voyais bien Aïssa Maïga, mais elle était toute seule. Et cette découverte dont tu parles si forte, est-ce qu'elle est passée aussi par la découverte de la langue, des textes? C'est quoi, toi, les textes qui sont venus te frapper au cœur? Et évidemment les textes, puisque j'étais déjà une plutôt grande lectrice, donc je lisais de la littérature.
Et grâce à la fameuse surveillante qui a créé ce cours, j'ai découvert de la littérature théâtrale. Dans un premier temps, Lagarce, ça avait été très très saisissant. Je me dis oh là là, mais c'est fou en fait, on va la parler. En fait, je vais monter sur scène et je vais parler quelque chose. Je vais pas simplement avoir une bonne prononciation, la bonne diction, faire des vers, mais je vais parler avec la langue de maintenant. Quand tu parles de Lagarce, c'est donc Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde notamment, qui est une de ses grandes pièces. Quand je pense à lui et notamment à cette pièce, je pense vraiment à la question, la formulation du non-dit. Comment dire ce qui est impossible à dire? Du coup, c'est une langue qui n'arrête pas de piétiner et qui cherche à dire un truc qui sera jamais dit, quoi. Est-ce que cette question du non-dit, ou de la parole impossible à dire, elle te travaillait à cet âge-là? Évidemment, parce que j'avais grandi dans un environnement où il y avait quand même pas mal de silence. S'il y avait de la parole, c'était souvent pour dire les choses les moins urgentes à raconter. Et moi, je cherchais vraiment un espace de prise de parole. Et donc, de lire chez ce monsieur que pour lui aussi, c'est compliqué de trouver les bons mots, d'être entendu, de patiner en fait avec l'affirmation de soi. C'était parfait. Enfin, c'était parfait de se dire oh là là, on n'est pas tout seul et il y a des gens qui le racontent beaucoup mieux que nous en plus. Comment c'est dur de se parler en famille, parce que c'est toujours des pièces qui se passent en famille, quoi. Oui, oui, ça, c'est sûr que ça a été une grande question de mon adolescence, ouais. Une immense question même. Donc je me suis rattrapée. Avec les mots des autres, avec l'espace qui m'était offert au lycée, auprès de cette femme-là, cette surveillante qui, du coup, quand moi j'avais 16 ans, elle devait avoir 23, 24 ans. Oui, c'était immense. C'était une adolescence royale, vraiment. Vous êtes restés amies, toutes les deux? Oui, on l'est resté très 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 longtemps. On l'est resté très longtemps et il y a quelques années, on s'est un petit peu perdu de vue. Je pense que peut-être que c'était un peu compliqué. Enfin, je présume. Peut-être que ça avait été compliqué pour elle d'avoir une figure de mentor et ensuite de me voir moi exercer ce métier comme je l'exerce. Je pense que peut-être c'était pas forcément facile à gérer. Et ensuite, j'ai découvert les écoles nationales que je ne connaissais pas du tout. Donc déjà, c'était tout un apprentissage. C'est pas mal quand même de rien connaître à tout ça, en fait, parce que c'est quand même un système hyper élitiste. Très probablement. Et puis, je pense une forme d'insolence, de pureté et d'optimisme, un très grand optimisme quand même. C'est après que ça a été un peu plus complexe, justement par rapport à ce que tu décris sur le fait que oui, en fait, faire une école de théâtre à ce moment-là et encore aujourd'hui, c'était quand même l'apanage de personnes plutôt issues de classes moyennes supérieures, ce qui n'était pas mon cas. Et donc, je me suis sentie au début assez seule. C'était pas les gens qui me repoussaient, mais j'avais une espèce de colère de classe immense que j'avais vraiment du mal à gérer. Donc, j'étais très suspicieuse, très agacée, en fait. Très agacée, et je me sentais complètement à côté des us et coutumes d'enfants de la bourgeoisie, ou en tout cas d'une classe moyenne favorisée, qui avait vu plus de pièces que moi, qui était plus à l'aise financièrement que moi. Disons que ce qui était le plus douloureux, c'était de voir que pour moi, des questions cruciales, d'ordre financier souvent, étaient tout à fait invisibles pour la plupart des gens qui m'entouraient. Donc il y avait quand même le goût de beaucoup sortir, beaucoup prendre des verres, et c'était très compliqué pour moi de devoir répéter systématiquement « je n'ai vraiment pas les sommes pour ça », mais pas du tout, là clairement. Tout ce que je peux faire, c'est payer mon loyer, manger, fin de l'histoire, il n'y a pas d'extra possible. Est-ce que tu penses que ce décalage-là, il a aussi nourri chez toi un désir encore plus grand? C'est pas aussi la flamme, est-ce qu'elle vient pas aussi de là, du décalage? Sans aucun doute, parce qu'en fait, j'étais très pressée. Il y avait beaucoup d'urgence en fait pour moi, parce qu'il n'y avait pas d'autre option que celle de se dire il faut que ça fonctionne. En tout cas, il faut en vivre. Je me disais pas que j'allais entrer au français, à la Comédie Française, et j'en étais pas là. Mais par contre, c'était évident pour moi qu'il fallait en vivre de toute façon. Donc peut-être que ça me donnait plus d'aplomb pour aller voir les metteurs en scène, pour entrer en contact avec les gens. J'avais une énergie qui était très très grande, précisément parce que j'étais vraiment portée par une grande soif de jeu,
de réussite. J'étais très très allumée quand même à cette époque. Tu dirais que tu étais ambitieuse. Est-ce que c'est un mot que tu emploierais? Oh oui. Oui, c'est un mot que oui, c'est un mot que j'emploierais. Je sais que c'était pas forcément un mot qui était courant dans le milieu dans lequel j'évoluais à ce moment-là, voire pas du tout. Mais moi, je le disais sans aucun problème. Et c'est toujours le cas. Et donc, dans ces années de formation, tu te retrouves aussi dans ce milieu différent du tien. Est-ce que le fait d'être une comédienne noire se pose? Ça se pose d'une manière qui est... Alors bon, je pense que ça s'est beaucoup moins posé que pour beaucoup d'autres actrices noires. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, l'alignement des planètes, il y a un truc qui a fait que ça n'a pas été une question cruciale du tout. À la rigueur, la question de la classe sociale a été beaucoup plus saillante que celle de ma couleur de peau. En revanche, si ça se posait, c'était de manière beaucoup plus larvée, beaucoup plus insidieuse, dans le fait que peut-être on me projetait moins, globalement. Disons que dans le travail avec les autres, en fait avec mes camarades de promotion, beaucoup plus qu'avec les metteurs en scène, je pense que je correspondais moins à leur représentation d'actrice et du coup, je n'étais pas beaucoup distribuée dans le travail avec eux. Et je pense que quand même ça a joué. Je pense que mon corps a joué, je pense que ma couleur a joué, mais que personne ne se le formulait comme tel. Parce que on était justement à l'aune des questions là-dessus. C'était le tout début. Donc, je pense que ça s'est fait d'une façon très déguisée. Bon, il y a un metteur en scène un jour qui m'a dit cette phrase extraordinaire qui est, je cite, arrête de faire ta grosse méchante black. Waouh! Je me demande encore à quoi ça correspond la grosse méchante black, mais de toute évidence, c'est ce que je jouais à ce moment-là. Là, c'était l'unique fois où ça a été pétaradant, mais sinon le reste du temps, c'était très subtil. T'as réagi à cette phrase ou il y a eu un moment de sidération? Personne n'a réagi, je n'ai pas réagi, je suis juste retournée sur scène tous les jours. C'est tout. Retourner jusqu'à un point où il en a eu marre de me voir lever le bras pour y aller. Mais non, j'ai décidé que j'allais partir nulle part. Tu parlais du regard des autres sur les rôles. Est-ce que toi, il y avait des rôles que tu t'interdisais ou dans lesquels toi-même tu te projetais pas? Je m'interdisais des rôles de séduction, je crois. Et je m'interdisais des rôles où il était question d'humour, de légèreté. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que j'emmène avec moi quelque chose d'hyper dense et lourd. Et en fait, je m'interdisais les rôles de jeune première, alors que j'avais le même âge que les autres comédiennes de ma promotion, mais je me projetais pas dans du Marivaux, je me projetais pas dans du Molière. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais très heureuse d'être distribuée dans Les Précieuses Ridicules la saison dernière. Parce que je me suis dit, ah tiens, en lisant ce rôle, ils se sont dit, Sephora, c'est possible, et ça m'a fait hyper plaisir. Ça a été vraiment une petite micro-revanche sur mes années d'étudiante. Sur la question de la séduction, justement, pourquoi tu dirais que tu t'empêchais cet espace-là? Parce que j'avais l'impression que dans les textes de théâtre, il y avait tout un imaginaire pour moi, un peu de la minauderie. De la minauderie, d'une séduction, toujours à flirter avec un truc un peu infantile. J'avais du mal à me projeter dans cette figure femme-enfant qui est très française. Donc c'est pour ça que je m'emparais pas de ce style de rôle-là. Mais aujourd'hui, je me dis, après tout, pourquoi pas. Là, la Sephora qui vit presque ici dans la comédie française, est-ce qu'à côté d'elle, il y a la Sephora du lycée avec la surveillante ou est-ce qu'elle est très loin, cette jeune Sephora? Oh non, elle est jamais loin, elle est toujours très près et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit toujours très 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 proche. J'essaye de rien perdre de vue de la personne que j'ai été. Et puis, c'est bête à dire, mais je suis quelqu'un qui est très entouré. Qui avance vraiment en équipe et c'est très important pour moi de rester connecté à l'extérieur et rester connecté à la Sephora du lycée et celle des sardines grillées et celle d'avant. Enfin, c'est très très important pour moi de rester pleine, de les faire toutes cohabiter, de pas me transformer trop. Est-ce que c'est quelqu'un de nostalgique? Infiniment. Infiniment nostalgique, infiniment. Et en même temps, paradoxalement, je suis aussi quelqu'un qui est très, très tourné vers l'avenir, qui a vraiment besoin de beaucoup de mouvements, de nouveautés, qui supporte mal l'ennui, la lassitude. Je suis très électrique.
Moi, j'ai un truc avec la nostalgie, c'est par rapport aux photos, aux souvenirs, que tu sais, où tu veux figer et graver dans le marbre des images du passé. T'as ce truc-là, toi aussi? Alors moi, je fige beaucoup dans l'écriture et dans la correspondance. Parce que lycéenne, je lisais beaucoup, mais j'écrivais aussi beaucoup et j'écrivais beaucoup aux autres, à mes amis proches. Donc j'ai des grandes correspondances qui durent sur plusieurs années et c'est ma manière de figer. J'aime que les choses demeurent, mais plutôt dans l'écriture, dans les. Je fais beaucoup d'audio aussi à mes amis et réciproquement. Et ça, c'est les souvenirs que j'aime, ceux qui sont liés à la parole. Et dans ces très longues correspondances, tu parlais de quoi? Ouh là 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 là. J'ai très vite arrêté de faire les cœurs sur les i parce que comme je l'ai dit plus tôt, j'étais très snob et j'avais vraiment une haute estime de moi-même. Donc, j'étais plutôt sur un mode, on s'écrit comme si vraiment on était au 17e. Enfin, non, je caricature un peu, mais j'écrivais, alors, beaucoup sur ce que je traversais dans ma famille, ce qui était un grand sujet de ma vie familiale, ça a été une chose que j'ai beaucoup écrite. Je parlais évidemment des béguins du jour, et je parlais surtout d'une chose qui était assez importante pour moi et qui a tenu sur des années de correspondance sur tu vas voir ce que tu vas voir quand je vais commencer à devenir comédienne, et que ça a bien marché. En fait, j'écrivais ma propre légende de manière hyper énervante. J'écrivais vraiment ce genre de choses et l'ami avec qui j'écrivais ça faisait pareil. On écrivait. Est-ce que tu vois ce documentaire qu'Orelsan il a fait son frère a fait un documentaire sur lui où il retrace les débuts de tout ça. En fait, nous on était déjà comme ça. On était déjà en train d'écrire notre pseudo légende. Enfin, et ça a duré mais des années. Et je me rappelle que il y avait un film de Romain Gavras que j'aimais beaucoup qui s'appelle Notre jour viendra. Et cette phrase, vraiment, je pense qu'elle a été en titre de plein de mails parce que j'écrivais sur ça, sur le comment ça allait se passer quand mon jour viendrait. Moi, ça me fait penser aux Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. C'est un de mes livres préférés. C'est un de mes livres préférés. T'es d'accord qu'elle fait exactement ça? Elle écrit sa légende. Elle passe son temps à raconter, imaginer l'autrice, l'écrivaine qu'elle sera plus tard. Il y a un côté comme ça, quand même. C'est vraiment ça. Et vraiment, c'est un de mes livres préférés. Oh, c'était exactement ça que je voulais faire, devenir. C'était exactement ça. Et du coup, j'ai passé mon temps à écrire là-dessus. Et je continue, en fait, parce que c'est pas fini. J'espère un jour, d'ailleurs, faire des choses plus tangibles par rapport à mon écriture. Enfin, parce que pour le coup, mon envie de théâtre, elle est vraiment assouvie et ça continue et c'est merveilleux. Mais j'ai toujours voulu écrire et pour le moment, c'est une chose qui est encore un peu en sommeil, mais ça va venir. Dans ces autrices qui sont importantes pour toi, est-ce qu'il y a d'autres figures qui t'accompagnent? Mais je lisais beaucoup plus d'hommes adolescents parce que je pense que c'était ce qui était le plus célébré. Donc je lisais énormément d'hommes. Il y a une autrice que j'aime beaucoup et je pense qu'elle te laisse pas indifférente, c'est Sylvia Plath. Pourquoi elle est importante pour toi aussi? Ce qui me plaît avec Sylvia Plath, c'est que elle appartient à un territoire en moi qui est très très secret. Effectivement, ma mélancolie, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, quand on me rencontre, je pense que c'est pas le premier mot qui nous vient à l'esprit. Et pourtant, elle est présente. Et je pense que sa poésie me permet justement d'aller explorer, d'être en phase avec ma propre noirceur. Ouais, elle dit à un moment donné, en parlant de sa souffrance, elle dit c'est comme les griffes d'une chouette qui enserrent mon cœur. Je trouve qu'elle a des images tellement concrètes. Extrêmement concrètes et en même temps hyper singulières qui n'appartiennent qu'à elle. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans l'écriture, quand j'ai l'impression que les écrivaines, les écrivains ont rafistolé la langue pour créer quelque chose qui n'appartient qu'à eux, qui sont les seuls à pouvoir prononcer. Et puis aussi ce qu'elle représente. En fait, finalement, j'ai connu sa poésie avant de connaître son histoire. Et plus je me renseigne sur elle, plus je me dis, oh, mais évidemment qu'elle me touche. Ça me bouleverse. Et puis, je crois que je suis aussi très attirée, enfin en tout cas, très attirée, très travaillée par cette question qui est peut-être la grande difficulté que c'est d'être une poétesse
d'être l'épouse d'un grand poète aussi, d'être une mère, est-ce que ça va pouvoir se faire de conjuguer tous ces visages-là? C'est une question en tant que jeune trentenaire qui me travaille beaucoup. C'est vrai que pour le moment, je suis un peu tentée par des choses un peu trop radicales, du style, je ne veux, enfin, comment dire, pour ne pas faire ce choix, je préfère n'être qu'une artiste et c'est tout. Enfin, je peux être vraiment tentée par ce type de, aujourd'hui, hein, ça se trouve, dans 10 ans, on va me rattraper ma veste en me disant, je te rappelle de ce que t'as dit et pourtant aujourd'hui, t'es enceinte jusqu'au cou. Mais pour le moment, mon choix, c'est celui d'être une artiste et c'est tout. En fait, je suis pas très optimiste en réalité sur le fait de pouvoir tout conjuguer. Je perds en optimisme avec le temps. Les questions dont on parle, c'est aussi des questions qui sont profondément féministes par rapport au mouvement qu'on traverse aujourd'hui, à cette énergie féministe qui est celle de 2023. Toi, tu te situes comment par rapport à tout ça? Aussi en tant que femme noire, quelle place tu as envie de prendre dans ces débats? Alors, j'ai l'impression, j'espère ne pas sembler présomptueuse en disant ça, mais j'ai l'impression que ces questions féministes, elles me travaillent depuis toujours, qu'elles sont pas du tout neuves. Bon, je pense que l'expérience minoritaire, elle est en moi depuis toujours, étant donné que je suis une femme noire qui est issue d'un milieu de classe moyenne plutôt paupérisé. Donc finalement, la question de comment s'inscrire dans le monde, comment être respectée, comment regagner sa dignité, elle est là depuis toujours. J'ai l'impression que ces questions, elles me travaillent, elles me traversent, elles font partie de ma vie depuis le début et qu'en fait, elles sont impossibles à arrêter, elles sont impossibles à éteindre. Peut-être le fait d'être comédienne et du coup de pouvoir être tous et toutes. Est-ce que ça vient pas un petit peu réparer ces questions de dignité que tu poses? C'est sûr que être au théâtre, ça me permet justement un moment, momentanément, de ne plus me préoccuper de ça et d'exister en tant qu'artiste. Et puis avoir le droit à la métamorphose aussi, avoir le droit à avoir plusieurs visages, plusieurs voix, dire des choses très anciennes. En fait, je sais que, par exemple, en tant que spectatrice, je suis toujours très attirée par les actrices et les acteurs dont je me dis, oh, mais ça, c'est une créature, quoi. C'est plus simplement un individu lambda, mais c'est quelqu'un qui est transfiguré par ce qu'il fait. Faire du théâtre me permet justement d'être cette personne sur laquelle on ne projette rien, autant que possible. Ou en tout cas, où on projette uniquement ce qui se joue dans la situation, de la pièce, du texte. Quand les gens viennent me voir pour me parler de Médée, par exemple, c'est très très touchant parce que ils me parlent vraiment comme si c'était moi. Vraiment, ils me parlent avec toute l'émotion qu'ils ont envers cette figure qui n'est pas moi, mais c'est comme si ils m'oubliaient. Et ça, c'est un espace libératoire énorme. Alors, Médée, justement. Médée, c'est qui pour toi? Vraiment, Médée, c'est un coup de cœur théâtral qui est très vieux, qui date vraiment de l'adolescence. Je n'arrive même plus à savoir comment je l'ai lu, mais dès que je l'ai lu, je me suis dit, c'est ça que je veux jouer, c'est ça que j'ai envie de traverser, je veux pouvoir jouer quelque chose qui me permette d'être déchaînée. Je voulais jouer un rôle de femme déchaînée, parce que je pense que j'avais en moi énormément de puissance et une grande énergie qui était très contenue, parce que, comme beaucoup de femmes dans leurs éducations, on attendait de moi plutôt une forme de tenue, de discrétion, de silence aussi. En tout cas, quelque chose qui me permettait pas de déployer toute l'énergie qui était la mienne. Et j'avais l'impression que dans une figure comme celle de Médée, au-delà même de l'histoire, c'était la possibilité d'exploser. Enfin, c'était vraiment c'était un personnage de feu, quoi. Pour raconter peut-être à ceux et celles qui nous écoutent, Médée, c'est l'histoire de cette femme trahie par Jason, l'homme qu'elle aime. Il veut la quitter donc pour la fille d'un roi, parce que cette femme est socialement plus élevée que Médée, et donc elle va décider de commettre l'irréparable, la pire chose au monde, de tuer ses enfants, les enfants de Jason, pour se venger de l'homme qu'elle aime tant.
C'est ça l'histoire de Médée, c'est ça les obsessions dont tu es en train de parler, cette transgression ultime. Ouais, j'avais envie d'éprouver ça dans ma peau. J'avais envie d'avoir à jouer quelque chose comme ça, qui te mette très fort en mouvement, qui te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'émotion. Impossible de comprendre de façon rationnelle pourquoi ça me parlait autant, mais ça continue de me parler. Mais je pense qu'aussi la figure de l'étrangère, parce que c'est une femme qui suit l'homme qu'elle aime dans son pays, par amour. Et en fait, du coup, elle devient cette personne qui n'a rien à faire là, entre guillemets, qui est une étrangère sur ce nouveau territoire. Ça faisait du sens pour moi, même si je suis française, donc je suis pas étrangère. Et je pense que ça, c'était quelque chose qui m'avait interpellée, parce que je ne lisais pas d'histoires d'exil, je ne lisais pas d'histoires de personnes qui se sont déplacées et qui se sentent peut-être dans un environnement qui ne leur ressemble pas. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être pour moi cette affaire. Et je lisais pas ça ailleurs, donc je pense que ça a été aussi une des clés de mon amour pour ce texte. Au début de la mise en scène, donc à la Comédie Française, on ne te voit pas, mais on t'entend. On entend une sorte de cri, quoi, de râle hyper profond. Il vient d'où ce cri? Alors là, je fais en sorte que ce ne soit pas un cri de théâtre, donc quelque chose qui soit hyper calibré, mais au contraire, un cri qui soit très très viscéral, où je me dis, il faut qu'on entre dans la tragédie, et pour ça, moi, ce que je me raconte certains soirs, parce que je change tous les soirs, mais je me raconte certains soirs que c'est le cri de toutes les femmes de la planète. Enfin, je me dis vraiment, il faut que ce soit cette force-là. Il faut vraiment qu'on ait le sentiment que tu cries, enfin, qu'il y ait des milliers de personnes qui crient avec toi. Je me dis aujourd'hui, bon, évidemment, j'ai un immense plaisir narcissique à être comédienne, mais moi, ce qui m'intéresse en tant que spectatrice, quand je vois d'autres acteurs, c'est de me dire, oh, avec qui il débarque là? Enfin, avec qui il vient? Qu'est-ce qu'il a envie de me raconter de plus sur le monde que simplement bien effectuer son travail? Mais moi, c'est une ambition de jeu pour moi, de me dire, si j'arrive, il faut que j'arrive à plusieurs, enfin qu'on ait le sentiment que je viens vraiment délivrer quelque chose du monde qui est le mien, et pas simplement être une bonne actrice. Évidemment, c'est ton corps qui est en scène dans cette Médée. Comment tu travailles avec ton corps? Eh bien, ça est une vieille histoire, ça. Parce que quand je suis entrée à l'ERAC, un des retours qu'on m'a fait pendant le concours, c'est « tu n'as pas de corps. Tu joues vachement avec ta tête, il y a que ça qui bouge. Le reste, en fait, tu donnes l'image d'un corps, quand on te voit, on se dit « oh bah tiens ». Et en fait, tu n'en fais strictement rien. Et ça m'avait vexée. Ça m'avait bien vexée. Est-ce que c'est pas l'histoire de beaucoup de femmes, hein, d'être sans corps, en fait, de vivre beaucoup dans la tête? Certainement. Et je sais que, pour ma part, j'ai eu plutôt du mal à l'habiter pour plein de raisons, diverses et variées, complexes et personnelles, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'habiter. Et donc, ça m'a fait une petite claque quand il m'a fait ce commentaire, parce que je pense que je m'autorisais pas à l'habiter non plus. Je me disais, bon, déjà, il est là, ça va. On va pas en plus le déployer et faire des choses avec. Et c'est vrai que du coup, comme je suis obsessionnelle et très susceptible, les 3 années de formation ont été là pour justement le mobiliser beaucoup plus et comprendre en fait qu'il avait beaucoup de possibilités. Et c'est presque devenu comme une discipline sportive pour moi de me dire, il faut que si tu montes sur scène, tout joue et tout, il faut que cette machine elle fonctionne, quoi. Et là, je me suis dit, mais quel bonheur de pouvoir avoir la maîtrise de son propre instrument. Je suis beaucoup plus frileuse par rapport au cinéma, et j'ai quand même encore cette peur de pas rentrer dans le cadre, quoi, mais dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai l'impression que le cinéma demande je sais pas, un rapport à l'image que j'arrive pas encore à avoir. J'ai l'impression justement que je vais être à l'étroit, que je vais pas pouvoir me laisser aller comme au spectacle. Et j'ai l'impression aussi que il y a beaucoup plus de choses qu'on accepte d'une actrice sur une scène de théâtre qu'on accepte moins au cinéma. C'est peut-être un préjugé, mais j'ai l'impression que la pression, notamment du standard, est beaucoup plus forte qu'au théâtre. Ça, c'est le corps en scène. Est-ce que ça nourrit le corps dans la vie?
ton corps dans la vie? Pas suffisamment, je trouve, mais il y a une actrice que j'adore qui s'appelle Marina Foïs, que j'écoute beaucoup, et qui avait dit dans une interview pour la radio qu'elle avait son corps d'actrice et son corps civil. Je vois très bien ce qu'elle veut dire, mais évidemment que quand je sors de scène et que ça s'est bien passé, je suis toute, mon corps bouge différemment dans la rue, je suis plus assurée, mais j'aimerais pouvoir justement trouver cette tranquillité, cette joie, cette confiance en dehors du plateau. Là, je me sers beaucoup trop du plateau pour m'aimer. Tout simplement. Donc il faudrait que la réciproque soit vraie, quoi. Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité du jour était la comédienne Séphora Pondy, que vous pourrez aussi retrouver dans la nouvelle saison de Steamy, série de nouvelles audio érotiques imaginées et produites par Louis Média en exclusivité sur Storytel. J'ai monté cet épisode de Pépite et il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive, avec une musique originale composée par Michael Lio. À très bientôt dans Pépite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous parlais tout à l'heure des belles histoires qu'on croise en gare. Des moments auxquels vous avez assisté ou que vous avez vous-même sûrement vécu. Des retrouvailles pleines d'émotions entre amoureux, entre amis, en famille, avec des pancartes, des ballons, ou même l'excitation de l'évasion à venir. Pour toutes vos prochaines aventures, je vous recommande l'application SNCF Connect qui propose de nombreux moyens de mobilité durable à portée de doigt, comme le train, le bus ou le covoiturage. En quelques clics, vous pourrez réserver et acheter tous vos trajets. Et n'hésitez pas à nous partager vos plus belles histoires de train. À très vite!